con. Ouais, Allez, je c'est pars une bar parti. mitzvah Shalom juste à après. toutes et à tous. On est, grâce à Midreshet Tuda Manitou, sur Midreshet Tuda Manitou avec le Rav Ethan Fison pour parler, je sais pas, où est-ce qu'on en était avec les fêtes, tout ça. Est-ce que tu reprends le fil de l'histoire ou on est sur une autre série? Bechavod. Bah non, on va terminer notre fil de l'histoire, après on passera sur une autre série, mais voilà, nous reprenons et je me suis mis sur mon 31 comme disent les autres, Oui. parce que l'heure est grave. Euh, euh, Dans notre récapitulatif de l'histoire de la transmission de la Torah, nous sommes arrivés à un moment excessivement important, un moment charnière, un moment qui va voir la naissance de deux nouveaux judaïsmes. Voilà, nous sommes à la fin du XVIIIe siècle et il y a un événement qui va chambouler l'histoire du monde et du peuple juif. On le connaît tous, il s'agit de 1789, la Révolution française. C'est un moment qui va créer, je le dis, deux nouveaux judaïsmes. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe en Europe occidentale et particulièrement en France? Eh bien, en France, comment dire, en 1789 est élu en tant que député de la noblesse parisienne aux États généraux, est élu un certain monsieur qui s'appelle Stanislas de Clermont-Tonnerre. Et Stanislas de Clermont-Tonnerre va avoir cette phrase que tout le monde connaît, qui va dire tout aux Juifs en tant qu'individu, rien aux Juifs en tant que nation. Cette phrase arrive dans un contexte. Le contexte est la Révolution française et donc la question de savoir qu'est-ce qui va se passer maintenant avec les Juifs habitant en France. Alors il faut bien comprendre que pour ce qui est des Juifs qui habitent en France, il y a Juifs et Juifs. Il y a les Juifs qui sont en France depuis belle lurette, qui sont en France depuis longtemps et qui se revendiquent comme étant assimilés à la culture française. Il s'agit des Juifs du sud de la France. Les Juifs de Bordeaux, les Juifs du Comtat vénétien. Et il y a, par opposition, les Juifs d'Alsace, qui sont considérés comme étant les déchets de l'humanité, y compris par les Juifs eux-mêmes du Sud. C'est-à-dire que les Juifs séfarades du Sud vont être parmi ceux qui vont, on va dire, légitimer le fait qu'on ne veuille pas donner la citoyenneté aux Juifs d'Alsace parce qu'ils sont sales, parce qu'ils ne sont pas cultivés, parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. Eh bien, ce paradigme repris par l'antisémitisme est repris également par les Juifs assimilés du sud de la France. Le fait est qu'après la Révolution, eh bien, le statut des Juifs va commencer à changer en France. Pourquoi je dis que ça va créer un nouveau judaïsme? Eh bien, parce que l'accession à l'égalité des droits, eh bien, cette accession à l'égalité des droits va créer une nouvelle réalité dans laquelle le juif et le judaïsme doivent se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'on embrasse l'égalité des droits tout en abandonnant notre judaïsme? Ou alors, on garde notre judaïsme farouchement, quitte à ne pas faire partie de la communauté nationale? Les amis, cette question-là, qui se pose dès 1789, va en vérité être beaucoup plus réelle quelques années plus tard, quelques 17 ans plus tard, puisque 17 ans plus tard, nous sommes le 10 décembre 1806, et c'est là que va convoquer à Paris Napoléon Ier, fraîchement sacré empereur, le grand Sanhédrin de Paris. Les amis, je vous parle de cela parce que notre réalité juive actuelle, qu'elle soit pour nous les Juifs de France, mais de manière générale pour tous les Juifs occidentaux,
tout va basculer à ce moment-là. Tout va basculer à ce moment-là parce que le grand Sanhédrin de Paris et son président, le Nassi à-Sanhédrin, le Nassi à-Sanhédrin qui sera également le premier grand rabbin de France, qui s'appelle le Rav Yosef David Zitzheim. On n'a aucune idée de ce qu'a été véritablement son parcours. On peut juste dire qu'il va épouser en 1765 la sœur de Cerbère. Alors Cerbère, rien à voir avec un chien à trois têtes qui garderait l'entrée des enfers, mais il s'agit de cet homme politique et philanthrope juif qui prend le nom de Serre dans le sens des serfs de l'époque, bien évidemment. Et finalement, le rabbi David Zitzheim devient le premier grand rabbin de France. Il a écrit un commentaire qui s'appelle le Yad David. Yad David, on n'a pas, voilà, on n'a pas grand chose à dire sur lui, sinon le fait qu'il va présider le grand Sanhédrin de Paris durant les fameuses 12 questions au Sanhédrin. Et j'aimerais qu'on passe 2 secondes sur ces questions-là pour qu'on comprenne quel est ce nouveau judaïsme qui va devenir le judaïsme de France et qui va devenir le modèle du judaïsme occidental. Première question. Est-il licite aux Juifs d'épouser plusieurs femmes? En gros, est-ce qu'on a le droit à la polygamie? Alors, quelle est votre réponse? Comment ça, non? Comment ça, non? Mais enfin, si vous êtes juif séfarade, la réponse est oui. Le chérem de Rabbeinu Gershon n'a été accepté que chez les juifs ashkénazes. Donc, déjà là, on va répondre non, c'est interdit, alors qu'une moitié du peuple juif, pour elle, c'est permis. Mais on va dire que ça ne crée pas véritablement de grands remue-ménage. Deuxième question, le divorce est-il permis par la religion juive? Réponse, oui, ça, il n'y a pas de problème, c'est ce que Napoléon voulait entendre. Seulement, la suite de la question. Le divorce est-il valable sans qu'il soit prononcé par les lois contradictoires à celles du Code français? En d'autres termes, est-ce que le divorce est prononcé par les rabbins ou par l'officier de mairie? Ah ah. Vous savez ce qui se passe en France aujourd'hui pour les mariages? Il est illégal de se marier religieusement avant de s'être marié à la mairie. Parce que pour la loi française, seul l'employé de mairie, l'élu de la République, a le pouvoir de marier et de divorcer. Donc là, on commence déjà à s'embourber. Troisième question, une juive peut-elle se marier avec un chrétien et une chrétienne avec un juif? Je pense que tout le monde connaît la réponse, mais je vous rappelle que si nous possédons, ceux qui m'écoutent, en majorité je pense que c'est le cas, si nous possédons un passeport français, c'est qu'on a donné une réponse qui n'était pas celle de la véritable halakha. Quatrième question, aux yeux des Juifs, les Français sont-ils leurs frères ou des étrangers? Tu me diras, ça ne mange pas de pain de répondre que c'est nos frères. Mais si Emmanuel Macron décide de déclarer la guerre à Israël, vers où ira l'allégeance d'Arthur? C'est une vraie question. Quatrième question, donc on a dit. Cinquième question, dans l'un et dans l'autre cas, c'est-à-dire que les Juifs considèrent les Français comme leurs frères ou pas, quels sont les rapports que leur loi leur prescrit avec les Français, qui ne sont pas de leur religion? Alors là, on n'a qu'à répondre des rapports très cordiaux. Et vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça. Par exemple, est-ce qu'un Juif a le droit de pratiquer le prêt à intérêt avec un Français? Vous comprenez que si on commence à dire oui, on est mal barré. Alors que là, elle dit que oui.
Sixième question. Les Juifs nés en France sont traités par la loi comme des citoyens français. Regardent-ils la France comme leur patrie? Ont-ils l'obligation de la défendre? Sont-ils obligés d'obéir aux lois et de suivre les dispositions du Code civil? On peut dire que oui. Septième question. Qui nomme les rabbins? Si on vient dire que ce sont leurs prédécesseurs rabbins qui les nomment, ça ne marchera pas. Il faut dire que c'est les autorités publiques. Huitième question. Quelle juridiction de police exercent les rabbins parmi les juifs? Quelle police judiciaire exercent-ils parmi eux? En d'autres termes, est-ce que les litiges de droit commun entre juifs vont se régler en sous-main par les juifs eux-mêmes ou on ira voir les autorités? Neuvième question, ces formes d'élection, cette juridiction de police judiciaire, sont-elles voulues par leur loi ou simplement consacrées par l'usage? Si vous me dites qu'il y a une police juive, est-ce que c'est ce que la Torah demande ou c'est juste parce que ça a été comme ça pendant des années? Ça, c'est plus ou moins gérable. Dixième question, est-il des professions que la loi juive, leur défend? Est-ce qu'il y a des professions qu'on n'a pas le droit de faire? La réponse est oui, mais on ne va pas le dire. Douzième question. Onzième question. La loi des Juifs défend-elle l'usure envers leurs frères? Le ribit? La réponse est oui, on n'a pas le droit. Douzième question. Leur défend-elle ou leur permet-elle de faire du ribit avec les étrangers, c'est-à-dire avec les Français? Eh bien, les amis, vous comprenez que ces questions-là vont amener à des vraies questions. On va devoir répondre ce que les Français veulent entendre pour recevoir la citoyenneté française. Qu'est-ce que ça va créer? D'un côté, ça va créer qu'on va recevoir la citoyenneté, mais d'un autre côté, ça va créer un judaïsme qui a abandonné une grande partie de son identité. D'abord, tous les juifs du début du 19e siècle ont abandonné l'idée de Sion. Puisque enfin ils peuvent devenir français, et de français, ça va faire effet boule de neige dans tous les pays occidentaux, où les juifs deviennent maintenant des citoyens à part entière de leur pays. Donc toute la question du sionisme est à mettre de côté. Mais il y a une autre question, la question de l'ouverture sur le monde. Pour la première fois de l'histoire du peuple juif en exil, il va falloir se poser la question suivante. Est-ce que je sors de la clôture juive ou pas? Les amis, c'est une question fondamentale. Je sais que nous, on a tous déjà répondu à cette question-là. Mais à l'époque, c'est un effet coup de poing. Il n'y a jamais eu de juifs qui étaient l'égal des citoyens des pays dans lesquels ils vivaient. Et donc, même lorsque les juifs, à l'époque du Rambam, à l'époque de je ne sais pas qui, étaient intégrés dans les différents métiers, ils étaient toujours ramenés à leurs conditions de juifs. Maintenant, le juif peut être un Français de confession israélite. Et donc, la question pour les rabbins est de savoir comment on accompagne ça. Il faut bien comprendre que ça, c'est une question, encore une fois, qui pour nous semble tranchée. Mais au moment où les choses arrivent, ça fait l'effet d'une bombe. Nous sommes donc dans les débuts des années 1800 et la révolution, la deuxième révolution du judaïsme est en marche. La première, on a dit, c'est l'abandon de la dimension nationale. Abandon qui sera principalement donc en Europe occidentale, abandon qui sera suivi par la réforme qui avait déjà commencé avant, mais qui était en dilettante avant la Révolution française. Et maintenant, il va falloir se poser la question, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la modernité? Les amis, nous sommes dans le début des années 1800 et il y a un rabbin qui est le chef de file, il n'est pas tout seul, mais il est le chef de file, qui va prendre une décision radicale
il va créer le monde Haredi. J'aimerais que les choses soient bien claires. J'ai mis ma plus belle cravate harédite pour le dire. De dire que le monde Haredi est le garant d'une certaine authenticité d'un judaïsme ancestral est peut-être le plus grand mensonge de notre temps. Il y a celui-là et il y a le peuple palestinien. Le monde Haredi a à peine 200 ans. C'est pas négligeable. Mais de là à dire que le monde Haredi vient garder un judaïsme authentique et ancestral, c'est du grand n'importe quoi. Alors, d'où vient l'appellation du monde Haredi? D'où ça vient? Eh bien, les amis, le monde Haredi, l'appellation, le terme Haredi, vient d'abord du livre de Yeshayahu, où il est marqué Shim'u devar Hashem acharedim el devaro. Donc, écoutez la parole de Dieu, ceux qui ont la crainte de sa parole. Et on retrouvera également dans le livre de Ezra, il y a marqué là-bas Ve'acharedim bemitzvat Hashem. Donc, c'est de là qu'on prend l'appellation du mot Haredi, Chared le Dvar Hashem, qui a la crainte de la parole de Dieu. Vous allez me dire, mais il y a toujours eu des gens qui ont eu la crainte de Dieu. Si tu racontes que le monde Haredi est né en 1800. Bien sûr, il y a toujours eu la crainte de Dieu. Mais de créer un monde qui érige des barrières entre lui et le monde, on va dire, laïque, goy, moderne, ça n'existait pas. Le Rambam était complètement imbriqué dans le monde dans lequel il vivait. Rabbeinu Chizda Kreskas, Rabbi Ibn Shaprut, Rabbi Shlomo Ibn Gabirol, Rabbi Yehuda Halevi, le Ramchal qu'on a étudié, qui était habillé en velours et en coque de velours, là, comme ça, vous savez, en froufrou. En 1800, arrive un rabbin. Arrive un rabbin qui est d'ailleurs très sioniste. Pour le coup, c'est assez contradictoire par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais il est excessivement sioniste. Il est amoureux de la terre d'Israël, aval mamash. Pour lui, il est évident qu'un juif qui vit en dehors de la terre d'Israël ne vit pas son judaïsme authentiquement et pleinement. Et il l'écrit. Il va même écrire à un moment donné, il y a une réponse qu'il donne à une question qui lui vient de quelqu'un qui habite en Eretz Israël, parce qu'il a envoyé beaucoup d'élèves en Eretz Israël. Et donc, il y a une question qui lui est posée, et il répond dans sa lettre. Et tu vois que c'est une question compliquée de halakha. Et à la fin de la lettre, il dit, écoutez, cher monsieur, ma réponse n'est pas très claire, même pour moi, mais je n'ai aucun doute que lorsque mes mots atteindront l'air de la terre d'Israël, les choses seront plus claires. C'est-à-dire que pour lui, habiter en Eretz Israël, c'est fondamental. Il s'appelle Rabbi Moshe Schreiber. Rabbi Moshe Schreiber. Bon, il va changer son nom. Il va juste l'hébréifier. De Rabbi Moshe Schreiber to Shrib. C'est un scribe. Schreiber va devenir Sofer. Et il va devenir Rabbi Moshe Sofer, qui va écrire le commentaire Sheelot Utshuvot à Khatam Sofer. Et donc, nous parlons du Khatam Sofer. Les amis, le Khatam Sofer, qui naît en 1760, quelque chose comme ça, qui va mourir en 1839, les amis, le Khatam Sofer est l'inventeur du Harédisme. Il est l'inventeur du monde Haredi. Il est celui qui va ériger les murs en béton armé pour enfermer le peuple juif derrière ces murs pour qu'il ne soit pas influencé par la réforme, par la modernité, par l'égalité des droits. Ce monde Haredi qu'on connaît aujourd'hui, qu'on connaît dans la société israélienne, qui vient dire « je n'ai rien à voir
avec le monde Goy, mais rien à voir. Ça n'existait pas avant Napoléon. Pourquoi pas? Ben parce que à l'époque, ça sert à rien de mettre des murs pour dire j'ai rien à voir avec le monde Goy. Le monde Goy, il met les murs. C'est-à-dire, à aucun moment, les Juifs ne sont considérés comme étant les égaux des différents peuples. Donc, il n'y a pas de risque de s'assimiler. Mais à partir du moment où on te dit maintenant tu es un Français comme tout le monde, tu peux aller à l'université, tu peux aller faire n'importe quel travail, tu peux même avoir accès à la propriété terrienne. Et ben alors là, Rabbi Moshe Sofer, il dit hop, 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 on se calme les copains. Vous comprenez que Rabbi Moshe Sofer, il vient pas de France, il vient de Hongrie, de Presbourg. Et donc, on voit que l'idée de l'émancipation a déjà atteint toute l'Europe. Et donc, il vient dire absolument pas, on arrête tout et on crée les murs pour dire ceux qui sont de ce côté-là du mur, c'est les good guys, c'est les yid, et ceux qui sont de l'autre côté du mur, c'est ceux qui sont déjà un pied dans l'assimilation, voire deux, voire trois, voire c'est parti. Rabbi Moshe Sofer va donc lancer un nouveau mode de vie. Mais le problème, c'est que ce mode de vie-là, il n'est pas encore absolu. Pour Rabbi Moshe Sofer, il est bon d'aller étudier les sciences profanes. C'est besséder d'étudier pas que la Torah. Ah bon? Comment est-ce possible? L'un des chevals de bataille du monde Haredi, c'est Rak Toire, pas de limoudé liba. Face à cela, nous dit Rabbi Moshe Sofer, 2 secondes, calme-toi. Il va expliquer la bracha. Asher natan lanu Torah temet, vechaye olam nata betochenu. Il dit Torah temet, c'est la Torah, vechaye olam, c'est les sciences. Rabbi Moshe Sofer lui-même était quelqu'un qui était un érudit en mathématiques, qui était un érudit en astronomie, qui était un érudit en philosophie. Mais, nous dira Rabbi Moshe Sofer, attention, attention, c'est d'abord Torah, et une fois que tu es incollable en Torah, alors tu peux t'ouvrir à d'autres. Il va être repris après par ses successeurs, ses enfants par exemple, pour dire que ça ne marche pas. Il n'y a que notre père qui était capable d'aller étudier les sciences profanes et ne pas tomber là-dedans. Nous, on voit que ça ne marche pas, donc terminé, tout le monde descend. Rak Toire. Que faire? Rabbi Moshe Sofer va également être extrêmement virulent contre le monde de la réforme qui commence à prendre forme. C'est lui qui va expliquer que si il en avait le pouvoir, il sortirait purement et simplement du peuple d'Israël toutes les personnes qui ont prêté main forte à la réforme. Dur. Il va faire partie de ce qu'on appelle Afradat HaKeilot. Cette idée de dire, c'est plus la même chose. Le peuple juif, c'est nous, et la réforme, c'est pas des juifs, c'est autre chose. C'est aucun rapport. On n'a rien à voir avec eux. Vous comprenez que ça, c'est voilà, c'est la goutte, pas d'eau, qui fait déborder le vase. C'est la goutte de Torah qui va faire changer la Torah. Et aujourd'hui, on est 200 ans plus tard, et les élèves de cette école-là représentent 15% de la société israélienne. Le fait qu'on décide, et je fais une digression actuelle parce que c'est exactement de cela dont on parle, le fait de dire que l'État d'Israël, certes c'est un État juif, mais il se trouve que c'est un État qui est gouverné par des juifs, mais c'est pas un État de la Toire. Donc comme c'est pas un État de la Toire, notre regard par rapport à cet État, il est comme notre regard par rapport aux autres États dans lesquels on était pendant la galoute.
c'est un endroit, si on peut en tirer le plus grand profit, eh ben on va en tirer, et on va se protéger contre un monde qui n'est pas le nôtre. Et donc, ben, ça va t'amener à avoir des idées qui sont évidemment absurdes, mais des idées comme quoi je n'ai pas à prendre part à la guerre de l'État d'Israël. Pourquoi tu veux que j'envoie mes enfants à l'armée? C'est l'Okachour. Moi, c'est Toy. D'ailleurs, vont dire beaucoup de gens qui sont des fervents, comment dire, des militants pour Namoud Velonit Gayes, eh bien, on va entendre des gens qui disent mais le Rav Kook aussi était opposé au Gius Bene Yeshivot. Le Rav Kook aussi était opposé à l'enrôlement des étudiants de Yeshiva. Donc, vous ne respectez pas les enseignements de votre propre maître. Réponse très simple. Le Rav Kook a effectivement écrit des dizaines de lettres expliquant à quel point il fallait sauver les Bachouré Yeshivot de ne pas aller à l'armée. Oui, mais on parlait de l'armée du tsar. Ça n'avait rien à voir. On est en Première Guerre mondiale, et l'Allemagne, la Russie se font la guerre, et donc il y a un enrôlement général pour l'armée russe. Et là, le Rav Kook, il faut essayer de pouvoir éviter à nos juifs de rentrer dans l'armée du tsar. C'est sa guerre, c'est pas la nôtre. Rajoute à ça que manger cachère, faire Shabbat dans l'armée du tsar, ça n'a rien, ça c'est pas possible. Donc ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec une armée qui est l'armée du peuple juif. Mais dans l'idéologie mise en place il y a 200 ans, d'enfermement et d'embricade, comment on dit, de se barricader derrière les murs, et que seul le monde qui est derrière ces murs, Zé Haolam, ça naît à ce moment-là. L'une des réalités qui sont peut-être les plus, comment dire, les plus marquantes, je ne sais pas si vous avez déjà vu cela, c'est la dissonance fondamentale qui existe entre l'intérieur d'une maison harédite et la rue dans laquelle se trouve cette maison. Si vous regardez l'intérieur d'une maison harédite, particulièrement le jour de Shabbat, vous verrez une maison magnifique, une table magnifique, des bougeoirs en argent magnifiques, un verre en argent magnifique, des gens habillés tip-top, top-tip, et tu as l'impression que, bon, c'est peut-être pas ton style, mais tu as l'impression que la classe et la beauté et l'éclat, c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Par contre, tu sors de la maison et tu arrives dans la cage d'escalier ou la rue, tu as l'impression d'être reparti au Moyen-Âge. Et au niveau de la propreté, ben on repassera. Et au niveau de l'entretien, j'en parle même pas. Et voilà, et voilà, et voilà. J'ai dû répondre à une question de Torah, quelqu'un qui a voulu faire un din Torah à son voisin. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de changer un tuyau qui devait changer un tuyau pour son évacuation d'eau. Et pour ne pas avoir à payer le fait de faire rentrer le tuyau là où tous les autres tuyaux de l'immeuble sont rentrés à l'intérieur du bâtiment, il y a un endroit où il faut faire passer le tuyau à l'intérieur du mur et machin, pour garder la façade, lui, il l'a mis sur la façade. Ça coûte moins cher. Et donc l'autre, il dit, mais non, c'est assourd. Et l'autre dit, mais tu t'en fous, il y en a d'autres. Parce que oui, il n'est pas le premier à l'avoir fait. Il dit, mais alors, on s'en fout. Alors pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que dans cette idéologie-là, à l'intérieur de la maison, c'est magnifique et l'extérieur est pourri? Mais c'est la même idéologie qu'on vient d'évoquer. L'intérieur de la maison, c'est l'intérieur de mon monde. C'est le Kodesh. C'est le cocon où on dévoile Dieu. Et donc, bah là-bas, on doit absolument y mettre la plus grande énergie possible.
L'extérieur, c'est chez la Goïm. Comment ça, c'est chez la Goïm? Nous dit le Khatam Sofer, extraordinaire. Il y a pas une mitzvah, mais une halakha d'après lui, de faire en sorte que les rues en Chutz La'aretz soient les plus moches possibles et les plus sales possibles. Lama, nous dit le Khatam Sofer, pour que tu n'aies pas envie de t'habituer à rester là-bas. Moi, je veux que tu dises, ah, c'est pas bien ici, ça serait mieux en Israël. Donc, je t'invite à jeter les poubelles n'importe comment devant chez toi. Mais c'est en Chutz La'aretz, en Eretz Israël, au contraire. Mais lorsque dans ton idéologie, l'État d'Israël actuel, tu le considères comme roule, ben ça explique pourquoi l'extérieur a l'air comme il a l'air. Parce que tu te dis, c'est galout. Le Kodesh, il est à l'intérieur de la maison. Je vais payer des sommes incroyables pour éduquer mes enfants et prendre des cours de Gemara et prendre des trucs. Je rechigne pas là-dessus. Mais leur faire des cours de maths, pas du tout. Et c'est une nouvelle réalité. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est ça la réalité religieuse. Mais pas du tout. Ça n'a jamais été la réalité du peuple juif. C'est une invention du Khatam Sofer et de ses descendants ensuite. Vous comprenez que nous sommes donc dans une période où il faut trouver la balance. Dans le monde séfarade, à ce moment-là, on n'est pas du tout touché par ça. La réforme n'arrive pas dans le monde séfarade. Là, non seulement la réforme n'arrive pas, mais l'émancipation non plus n'arrive pas. Il va falloir attendre, vous connaissez, hein, mais il va falloir attendre la conquête de l'Algérie par la France. Il va falloir attendre la conquête de l'Algérie pour avoir une influence de l'extérieur et une influence occidentale sur le monde séfarade. Jusque-là, le monde séfarade, il vit au rythme de l'islam. Ça n'a pas vraiment changé en 700 ans. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des dirigeants musulmans qui étaient plus permissifs et d'autres moins permissifs, mais en aucun cas le juif il était considéré comme un musulman, et en aucun cas il avait les mêmes droits que les musulmans, et des fois on les laissait plus étudier, des fois moins étudier, des fois plus faire leur judaïsme, des fois moins, mais la réalité n'a pas changé. Le monde séfarade ne connaît donc pas la même réalité de la réforme et de l'égalité des droits qu'on a dans le monde ashkénaze, dans le monde européen. Résultat des courses, les rabbins du début du 19e siècle dans le monde séfarade, que ce soit en Afrique du Nord ou à Bagdad, il n'existe pas de charédisme là-bas. Mais il faut comprendre pourquoi. Ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas besoin. Je ne sais pas si on n'aurait pas nous aussi été du côté charédi si on avait été en 1800 en Hongrie. Parce que si la question c'est où tu t'assimiles, où tu te barricades, je ne sais pas ce qu'on aurait choisi. La seule problématique, c'est est-ce que quelque chose qui était une nécessité du moment doit devenir l'idéal permanent. Alors face à cela, les amis, face à cette nouvelle réalité, le monde juif va se scinder. Le monde juif et le monde de la Torah va se scinder. Il va y avoir à ce moment-là d'ailleurs également un réveil du monde séfarade, parce que on va être
je sais que je vais certainement m'attirer les foudres de l'univers, mais même s'il y a toujours eu des rabbins, en termes de quantité et en termes d'influence sur le monde juif, c'est vrai que le XVIIe et XVIIIe siècle, bah, c'est pas vraiment le Maghreb qui était au centre du monde juif. Malassot. Par contre, le XIXe siècle voit un réveil du monde séfarade, entre parenthèses, suite aux conquêtes européennes. La France et l'Algérie, c'est 1830. Donc on est à ce moment-là, tout d'un coup, on va voir arriver cette modernité, mais avec une violence, parce que on n'est pas prêt. Le monde séfarade, il n'est pas prêt à ça. Vous, je pense que vous connaissez ça mieux que moi, mais la francisation du judaïsme d'Algérie a été fulgurante. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de Rabbi Moshe Sofer qui était arrivé là et qui a dit hop, 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 on ferme tout. Et on connaît la réalité du judaïsme algérien. Agave, du judaïsme tunisien aussi. Il y avait peut-être un petit peu plus on va dire, de barrières au niveau du Maroc, encore que. J'ai entendu, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à un office en l'honneur de tous ceux qui sont tombés pendant la guerre, et c'était un office qui était organisé par les EI, les anciens EI d'Israël. Et, il ramenait des témoignages de gens qui sont décédés pendant la guerre, mais qui avaient 90 ans, 95 ans, qui étaient aux fondations des EI même. Et, on parlait à un moment donné quelqu'un qui a ramené un EI d'Algérie, et bon, ça a commencé à discuter, à rigoler, et il y a quelqu'un qui a dit, oui, mais vous savez, nous en Algérie, alors je ne sais pas s'il l'a dit sur le ton humoristique ou pas, mais tout le monde avait l'air de savoir de quoi il parlait. Il dit, nous en Algérie, nous on a su, par exemple, que les fruits de mer, c'était pas cachère, mais ça on l'a appris quand on est venu en Israël, parce qu'en Algérie, c'était cachère. Le rabbin les mangeait. Donc si les rabbins les mangeaient, c'était cachère. Et là, on a déjà des têtes qui font oh, 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 pas du tout. Donc ça dépend de où on était, qui était le rabbin, mais ça veut dire qu'il y a eu une assimilation à la française qui a été beaucoup plus rapide qu'en France et beaucoup plus rapide qu'en Europe. Parce qu'il n'y avait pas de contre-pouvoir, il n'y avait pas de contre-mesure. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait dans cette nouvelle réalité? Et où est la place du sionisme dans tout ça? Eh bien, les amis, ces années-là, les années de la première moitié du 19e siècle, sont le moment où, d'un côté, il va y avoir les grands empires européens qui vont s'étendre partout, mais d'un autre côté, on va commencer à avoir un réveil des identités nationales. C'est tout début, mais ça va commencer à éclore également au sein du peuple juif et au sein des rabbins. Résultat des courses, eh bien, on va commencer à se poser la question, maintenant qu'on a les qualités des droits et qu'on peut prendre nos propres décisions, est-ce qu'il ne serait pas temps de prendre la décision de rentrer chez nous, de nous créer un chez nous? Et c'est une nouveauté qui arrive. Alors évidemment, on sait que le sionisme, il a toujours été. Il y a toujours les rabbins, ils ont toujours parlé d'Eretz Israël. Mais tout d'un coup, on va commencer à parler de manière structurée à un rêve d'un pays juif. Nous sommes bien avant Herzl, évidemment. Nous sommes chez le Rav Yehuda Chayal Kalai. Nous sommes chez le Rav Tzvi Hirsch Kalischer, chez le Rav Eliyahu Gutmacher. Les balbutiements d'une Torah étatique commencent à voir poindre le bout de leur nez. Face à elle, le monde de l'enfermement Haredi. Face à eux, le monde de la réforme et l'abandon de la Torah par une grande partie du peuple juif. Et face à eux, et ça c'est ce qu'on verra la prochaine fois, tout d'un coup, des rabbins
intellectuels. C'est-à-dire qu'ils sont rabbins, mais qui sont également des érudits de toutes les connaissances du moment. Vous allez me dire, ça a toujours été le Rambam, oui, mais ça avait arrêté d'être. Et ça revient. Donc, 4 ambiances, 4 salles, 4 ambiances, l'abandon de la Torah, la réforme, le barricadement derrière les murailles du Beth Amidrash, le charédisme, le sionisme naissant et un judaïsme à la française, un judaïsme que certains appelleront de cour, un judaïsme individuel qui a décidé d'abandonner non pas son identité, mais sa nationalité. En 1850, nous avons 4 versions du judaïsme différents et des rabbins qu'on va trouver et là, et là, et là, pas dans le monde de la réforme parce qu'on ne peut plus parler vraiment de rabbins, mais à partir de 1850 va commencer l'opposition entre les rabbins d'un judaïsme d'individus face aux rabbins de l'enfermement sur nous-mêmes et l'arrivée des rabbins de ce qui est les bases du sionisme toranique politique. Mais tout ça, on verra la prochaine fois. Chazak Baruch, s'il y a des questions, à vous de jouer. Faut allumer ton micro. Tu n'allumes pas ton micro. Tu ne peux pas allumer ton micro. Ah bah, c'est un problème. Au grand Johan, est-ce que moi je peux ouvrir? Attends, peut-être que moi je peux ouvrir. Peut-être qu'il m'a mis haute. Voilà. Voilà. Ça y est, je vous ouvre. J'ouvre le micro, j'ouvre le micro. J'ouvre le micro. Ah, vous pouvez parler. Une seconde, j'en ai pour une seconde. Ah, il est, ça c'est ouvert. Voilà, je vous ouvre. C'est ouvert. Bon, alors, pour l'Algérie, on Oui, était français avec un grand F, mais on oui. était conscient du pas cachère. Ça ne nous empêchait pas de manger non cachère, mais on savait qu'on mangeait pas cachère. Ah, donc ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. C'est, on a décidé d'abandonner. J'aurais pas dû ouvrir les micros de tout le monde. Top. Eh bien, merci de cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres revendications? Top. Bien, les amis. Chazak Baruch. Kol tov. Toda rabba. Oh, toda rabba. Bye bye. להתראות.